Le BAP fête ses 35 ans cette année. Le BAP a produit plus de 300 rapports sur toutes sortes de sujets relatifs à l'environnement. Il a produit des milliers d'avis et de constats. Plus de 100 000 personnes ont participé au cours de ces années-là à cet exercice démocratique-là. Donc, le BAP, je vais vous présenter une autre perspective un peu moins bits and bytes. Le BAP, c'est donc un organisme public consultatif non décisionnel qui relève du ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Sa mission, c'est d'éclairer la prise de décision gouvernementale dans une perspective de développement durable. Pour faire ça, il informe les citoyens, il enquête, il consulte la population sur des projets qui viennent s'installer dans leur communauté ou sur des questions un peu plus larges, générales sur l'environnement. Par exemple, dans les prochaines semaines, on commence une commission d'enquête sur le gaz de schiste. Alors, ça va être un beau défi. Et nous avons donc, à quelque part, besoin de consulter sérieusement la population sur tous ces enjeux-là. Pour faire ça, on tient des séances publiques directement dans les milieux. On privilégie les échanges directement avec la population dans des salles. Cependant, on fait un peu le même constat que Mme Marois a présenté aujourd'hui par rapport à l'ère numérique. On fait à peu près les mêmes constats et critiques par rapport à notre positionnement et l'utilisation et l'usage des outils numériques. Et c'est un peu dans cet esprit-là que nous, on dit que pour mieux remplir notre mission, pour mieux informer, mieux enquêter, mieux consulter la population, on doit bien sûr se pencher de plus en plus sur l'utilisation d'outils numériques. Et on le fait depuis une dizaine d'années à peu près tranquillement. Par exemple, lorsque la technologie le permet, la plupart maintenant des séances sont sur le site web, en web diffusion, que ce soit audio ou numérique. On commence tranquillement aussi à offrir la possibilité de poser des questions en ligne via des formulaires et qu'on rend disponible là, directement sur notre site web. Mais c'est pas assez, puis on sent qu'on doit aussi réfléchir à notre entrée dans le monde des médias sociaux. Et on utilise beaucoup la prudence, on a entendu ce mot-là tout à l'heure beaucoup, et ça nous interpelle au plus haut point. Mais avant de nous plonger là-dedans, on se demande comment l'utilisation des médias va permettre une plus grande participation publique, puis d'enrichir notre processus d'apprentissage et de réflexion. On pense que ça doit s'inscrire dans une vision à long terme pour enrichir ces processus démocratiques-là, et toujours dans le but de poursuivre et de faciliter la relation entre les citoyens, le promoteur ou les entreprises et le gouvernement. Donc, on essaie d'élargir notre clientèle, puis on fait le même constat aussi que, vous savez, dans des séances du BAP, le lundi soir, le client moyen, c'est un homme de 50 ans, les cheveux un peu gris, bien éduqué, qui vient s'intéresser au sujet. Et on pense qu'on doit bien sûr généraliser puis trouver le moyen d'interpeller beaucoup plus que ce BAPien moyen-là dans nos salles. Il y a cependant des contraintes, des défis à relever. Dans le numérique, par exemple, les médias sociaux nous ont un peu habitués à des pseudonymes et on ne sait pas toujours à qui on a affaire, à qui nous parlons. Puis pour nous, c'est bien important au BAP que le processus de consultation, c'est transparent, équitable et que l'anonymat n'est pas possible dans le cadre de nos procédés. Donc, nos règles de fonctionnement nous obligent de nous assurer que nous savons à qui nous parlons. Les présentations verbales et les mémoires sont publiées sous la responsabilité de leur auteur qui doit être bien connu. Les présentations aussi doivent viser, bien sûr, essentiellement le projet ou le sujet sur lequel on se penche, dans le respect des personnes. Ils ne doivent pas comporter d'attaques personnelles, ni de propos injurieux ou menaçants. Je dis ça, mais ça a l'air trivial, mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Vous savez, dans des salles, quand les gens, localement, ils ont un projet ou, par exemple, dernièrement, il y a eu des audiences à Sept-Îles sur un projet minier. Et la première soirée, il y avait 500 personnes dans la salle, dont 495 étaient contre le projet.
Alors, il a fallu gérer ces soirées-là, puis à quelque part, je pense que le cadre, le protocole et l'ambiance a permis que ça se passe sereinement. Donc, ces propos-là ne doivent pas atteindre à la réputation ou il doit respecter la vie privée et ne doit pas faire non plus la promotion d'une information qui peut être trompeuse ou illégale. Et c'est un enjeu aussi que je vais discuter tout à l'heure un peu plus, c'est qu'il faut faire attention. Le numérique nous donne accès parfois à de la littérature un peu grise, pas nécessairement évalué par des pairs et parfois les gens, comme on a accès facilement à cette information-là, ils se font une tête avec peut-être la mauvaise ou la fausse information. Bien sûr aussi, dans le cadre de nos travaux, toutes les informations ne doivent pas comporter des propos qui reproduiraient sans autorisation une œuvre protégée par des droits d'auteur. Alors, vous voyez qu'on a un cadre, nous, au BAP, avec des règles, et on essaie de relever le défi de voir comment l'ère numérique peut respecter ces règles-là le mieux possible. Enfin, ce qu'on dit aussi, c'est que plus les répondants ont le sentiment d'avoir été écoutés dans un climat serein, plus leur satisfaction envers les audiences publiques est élevée. Et je pense qu'à date, lorsqu'on fait des analyses sur la satisfaction des participants aux audiences, en général, c'est très, très, très positif. Donc, on pense qu'à quelque part, on a un modèle qui n'est pas pire. Mais on veut toujours l'améliorer. Un autre point également, c'est que certaines procédures basées, entre autres, sur l'équité, sur le fait que nous disposons d'un pouvoir d'enquête, sont donc aussi des éléments à tenir compte dans la faisabilité de l'utilisation des médias sociaux d'aujourd'hui. Vous savez, les commissaires au BAP sont assermentés. Ils ont donc un pouvoir qu'ils peuvent utiliser pour aller chercher de l'information où il y a où c'est difficile, où le promoteur ou un chercheur ou un organisme refuse de donner, mais qu'on considère comme étant essentiel à la bonne poursuite de l'analyse. Bien, quelque part, on veut tenir compte aussi de cet aspect-là lorsque vient le temps d'analyser les approches numériques. Donc, l'omniprésence du numérique dans notre vie quotidienne vient bousculer ces formes traditionnelles de consultation publique, comme notre institution. On cherche, on regarde ailleurs, on aime beaucoup la collaboration avec l'Office. On a des collaborations, des échanges avec les Français qui aussi se questionnent là-dessus, avec certains aussi États américains. Donc, on essaie toujours d'améliorer nos outils, mais je reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure. Pour nous, c'est mieux informer, mieux consulter et mieux enquêter. Donc, on ne participe pas encore vraiment au flux là, des médias sociaux. On fait une veille, on est en train d'élaborer là, une stratégie pour aller plus loin là-dedans. Comme je disais aussi tout à l'heure, ce qui nous pousse aussi à réfléchir à ces nouveaux outils, ce sont entre autres les jeunes qui auront à vivre avec les orientations, comme l'a dit tout à l'heure M. Pellado, qu'on va prendre aujourd'hui, qui vont avoir des impacts dans les 20-30 prochaines années. Puis, comme je le disais tout à l'heure à M. Copeman, moi, j'ai aussi une fille de 18 ans qui me tweet en maison. Utilisé donc adéquatement et dans le respect des règles qui nous gouvernent, nous croyons que bien sûr que les médias sociaux pourraient nous offrir des avantages indéniables en ce sens. Et on est convaincus, bien sûr, que la prochaine journée va nous alimenter dans notre réflexion pour une plus grande utilisation du numérique dans le cadre de nos mandats. Je remercie Mme Roy de nous avoir interpellés pour contribuer à participer à ces journées-là. On est bien content d'être là. En terminant, elle nous a demandé 3 enjeux plus particuliers qui étaient un peu en exergue de nos réflexions. Je retiendrai l'anonymat et la transparence. On est dans une ère d'éthique et de déontologie très forte, là, et aujourd'hui, on pense qu'il va falloir trouver le moyen de contourner ça, puis d'être le plus transparent possible et prévisible également. J'ai aimé ce mot-là tout à l'heure. Le deuxième élément, M. Pellado l'a aussi cité, je pense, l'accès à l'information et l'équité, et tout le monde n'a pas accès à cette information-là. Et dans les débats d'aujourd'hui, dans nos salles, dans les audiences, si les gens ont des accès privilégiés par rapport à d'autres, ça fait peut-être parfois des débats qui ne sont pas justement équilibrés. Il y a de l'équité là-dedans qui est nécessaire.
Et il faut comprendre aussi qu'aujourd'hui, les groupes sont super organisés. Quand ils viennent aux audiences présenter des mémoires, ils amènent l'expertise, la contre-expertise qu'ils sont allés chercher via l'accès numérique et ils sont de plus en plus préparés. C'est un élément dont il faut tenir compte. Et enfin, c'est un peu en rapport à ça, le troisième enjeu, je dirais, c'est aussi justement la qualité de l'information qui est véhiculée, la qualité et, je dirais, la pertinence de cette information pour faire nos analyses. J'en ai cité tout à l'heure un exemple, c'est que parfois on a une littérature, puis des faits, puis des connaissances qui sont pas toujours bien appuyées avec la meilleure science du moment, mais dont les gens se font une idée et parfois on manque le bateau puis on passe à côté des vraies affaires. Alors, je vous remercie beaucoup de votre invitation, puis on se réjouit de contribuer et de participer à la prochaine journée. Merci.